Alors, mais par contre, là, je vois plus rien, moi. Merci beaucoup. Donc, je disais, je vais vous parler de l'internalisme pragmatique et cette étiquette marque un double contraste avec l'externalisme sémantique qui est devenu dominant en philosophie du langage et de l'esprit analytique dans les années 70 et d'après lequel le contenu des phrases et des pensées ne dépend pas que de l'état interne du sujet, donc de ses propriétés intrinsèques, de ce qu'il a dans la tête ou dans l'esprit, mais aussi de faits externes dans son environnement physique et ou social. Alors on va voir un peu plus en détail ce que ça veut dire, mais l'externalisme sémantique, ça a été une sorte de révolution en philosophie analytique, c'est une des plus importantes de ce siècle en philosophie analytique, emmenée par des philosophes américains comme Saul Kripke, Hilary Putnam ou David Kaplan. Et Putnam, lui, dit que c'est tellement une révolution que c'est une réfutation de 2000 ans de théorie du sens, du contenu et de l'intentionnalité, donc de la propriété d'être à propos de quelque chose. Donc les philosophes analytiques pensent que c'est vraiment une révolution assez importante qui a des conséquences en philosophie du langage, de l'esprit, épistémologie, philosophie des sciences aussi. Mais il y a toute une série de problèmes qui se posent pour l'externalisme sémantique, dont un conflit avec une thèse traditionnelle de transparence, qui est souvent associée à Descartes, et d'après laquelle, grosso modo, on peut dire que tout sujet peut savoir a priori ce qu'il pense ou ce qu'il dit. Alors, intuitivement, on a une distinction à faire entre comprendre un énoncé, donc savoir le sens de l'énoncé, et savoir si cet énoncé est vrai ou faux, donc évaluer l'énoncé. Et on a l'impression que quand on connaît les règles linguistiques qui permettent de calculer le sens des énoncés, ben on peut savoir a priori quel est le sens d'un énoncé, tandis qu'évidemment, on ne peut pas toujours savoir a priori la valeur de vérité de l'énoncé, s'il est vrai ou faux. Donc, par exemple, ici, les deux énoncés, Emmanuel Macron remporte l'élection et Marine Le Pen remporte l'élection, ben, on comprend ces deux énoncés, on comprend aussi de ce fait-là qu'ils ont deux sens différents et on peut le savoir a priori, même si on ne sait pas lequel de ces énoncés va devenir vrai, évidemment. On espère que les électeurs de gauche comprennent aussi la signification a priori de ces deux énoncés, et parce que j'habite en France en ce moment en plus, donc... Alors, il y a un conflit entre l'externalisme et la transparence, parce que le contenu, si l'externalisme est vrai, le contenu d'une phrase ou d'une pensée dépend de l'environnement externe. Or, l'environnement externe ne peut pas être connu a priori, et donc il semble s'en suivre que tout sujet ne peut pas savoir a priori ce qu'il dit ou ce qu'il pense. Et ça pose toute une série de problèmes épistémologiques, et aussi, d'après Paul Bogossian, qui est un philosophe analytique de l'esprit qu'on avait invité ici à l'ULB dans le cadre du projet FNRS il y a quelques années, Paul Bogossian résume comme ceci en disant We don't just ascribe thoughts to a person in order to say something descriptively true of him. We use such ascriptions for two related purposes. On the one hand, to enable assessments of his rationality, and on the other, to explain his behavior. As these matters are currently conceived, a thought must be epistemically transparent if it is to play these roles. En fait, sans entrer dans les détails ici, l'idée c'est qu'on a besoin de préserver cette thèse de transparence parce qu'elle entre dans la psychologie de sens commun quand on attribue des contenus à d'autres personnes pour faire sens de leur comportement. Et ça fait partie aussi de notre concept de ce que c'est que de raisonner correctement parce qu'on suppose que les autres personnes ont un accès transparent au contenu qui leur permet de faire des raisonnements valides a priori. Et donc on a une idée assez claire de la différence entre une erreur logique et une erreur factuelle qui va dépendre de cette thèse de transparence. Donc c'est important de garder la thèse de transparence et la question est comment résoudre ce conflit entre l'externalisme et la transparence. Alors une des pistes qu'on a explorées dans le projet dont j'ai parlé avec Philippe et Bruno, c'est ce que moi je propose, et donc c'est l'internalisme pragmatique, d'après lequel les contenus de nos représentations ne sont jamais référentiels, c'est-à-dire qu'ils n'incluent pas les référents, les choses auxquelles on pense et dont on parle, de l'environnement extérieur, et donc c'est une forme d'internalisme. Et ces contenus sont toujours sémantiquement incomplets, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vrais ou faux en eux-mêmes, mais ils demandent à être complétés en fait par un environnement externe dont on parle, auquel on fait référence. Et cette référence, cet acte de référence, il va être pragmatique,
contextuel, il ne va pas être gouverné par une règle sémantique. Donc c'est ça que je vais présenter aujourd'hui. L'idée, ça va être qu'il faut non seulement un contenu pour avoir quelque chose de vrai, un contenu qui va être transparent ici, qui va pouvoir respecter cette thèse de transparence, mais il faut aussi un environnement qui, lui, va être opaque parce qu'il va contenir des éléments référentiels. Et c'est seulement quand on a ces deux choses-là qu'on a quelque chose qui est capable d'être vrai ou faux, et ça rejoint une idée de John Austin qui disait qu'il faut deux choses pour faire une vérité. C'est une idée assez intuitive, mais négligée en philosophie analytique aujourd'hui. Simplement, il y a une composante interne d'un côté, ce qui décrit une composante linguistique, et puis il faut autre chose, il faut le monde, il faut une composante externe, l'environnement dont on parle, les faits, et c'est seulement quand on a ces deux choses-là qu'on a une vérité. Donc la vérité doit toujours quelque chose au monde. Alors ce conflit entre des intuitions internalistes et externalistes, il est aussi vieux que la philosophie analytique elle-même, puisque les deux pères fondateurs de la philosophie analytique se disputaient déjà là-dessus. Donc Frege avait une intuition internaliste forte et Russell a eu à certains moments de sa vie des intuitions externalistes fortes. Donc Frege dit dans une lettre de 1904 à Russell, « La vérité n'est pas une partie intégrante d'une pensée, pas plus que le Mont Blanc avec ses pentes enneigées n'est une partie intégrante de la pensée que le Mont Blanc culmine à plus de 4000 mètres. » Donc ici, pour Frege, les référents, donc les choses dont on parle, ne font pas partie du contenu des pensées. Et Russell répond, « Je crois que même avec toutes ces pentes enneigées, le Mont Blanc lui-même est une partie intégrante de ce qui est affirmé dans la proposition « Le Mont Blanc culmine à plus de 4000 mètres ». Donc, selon Russell, les contenus de nos pensées, ces propositions, donc c'est des choses qui sont capables d'être vraies ou fausses, elles peuvent être singulières, c'est-à-dire incorporer directement des objets de l'environnement extérieur comme le Mont Blanc. Alors il y a un conflit évidemment entre ces deux thèses et je pense que depuis un siècle, on est enfermé dans un faux dilemme entre les propositions générales qui décrivent et les propositions singulières qui réfèrent, donc qui contiennent des objets de l'environnement. Et c'est un faux dilemme parce que je pense que pour résoudre les problèmes et la tension et le conflit avec la transparence, il faut renoncer à l'idée de proposition en fait. Donc c'est ça que je vais essayer de montrer. Alors on peut partir de l'idée d'une sémantique extensionnelle. Qu'est-ce que c'est? C'est une sémantique assez terre-à-terre, d'après laquelle, pour savoir si une phrase est vraie ou fausse, il suffit de considérer les choses et les faits dans le monde réel. Donc une telle sémantique, elle peut traiter facilement des énoncés comme « j'en fume », assez simple, et elle va dire que des énoncés comme ça sont vrais si et seulement si Jean, l'individu dans le monde réel dont on parle, fume dans le monde réel. Mais même si cette sémantique, elle rend compte de toute une variété de phrases, il y a aussi des phrases dont elle n'arrive pas à rendre compte et pour lesquelles il faut introduire une notion modale de possibilité et donc se diriger vers ce qu'on appelle une sémantique intentionnelle. Donc il y a certaines phrases qui sont telles que, pour savoir si elles sont vraies ou fausses, on doit considérer les choses et les faits non pas seulement dans le monde réel, mais aussi dans d'autres mondes possibles. Et donc l'idée de monde possible, elle vient évidemment de Leibniz. L'idée, c'est que le monde réel est un monde possible parmi d'autres, et un monde possible, c'est une histoire possible, non contradictoire et complète de l'univers. Alors, il y a au moins deux types de phrases pour lesquelles on a besoin de monde possible en sémantique. Des phrases modales du genre « il est nécessaire que j'en fume ». Pour savoir si c'est vrai, il ne faut pas se demander si j'en fume dans le monde réel, mais si j'en fume dans tous les mondes possibles. Et puis, des phrases épistémiques qui permettent de caractériser la perspective de quelqu'un d'autre. Et par exemple, Pierre croit que j'en fume, et là, pour savoir si c'est vrai, on ne doit pas se demander si j'en fume dans le monde réel, mais si j'en fume dans le monde tel que Pierre le conçoit. En d'autres termes, on doit se demander si dans tous les mondes possibles qui sont compatibles avec ce que Pierre croit, il est vrai que j'en fume. Alors ça, ce sont deux raisons sémantiques d'aller vers une sémantique des mondes possibles, mais il y a une motivation pragmatique qui est en même temps plus simple et plus profonde, c'est que ce qui parle, ce n'est pas la phrase, mais c'est un agent, un locuteur qui a une perspective épistémique sur le monde et qui utilise la phrase pour faire quelque chose, pour accomplir un acte de langage, avec certaines intentions et donc des états mentaux sous-jacents. Donc Pierre peut utiliser la phrase « j'en fume » pour affirmer quelque chose, et si son affirmation est sincère, elle va refléter sa croyance ou sa connaissance sous-jacente que j'en fume. Or, il se trouve que les croyances aussi, on peut représenter leur contenu à l'aide de mondes possibles et d'ensemble de mondes possibles. Alors voyons ça.
Dans le cadre modal que je suis en train de brosser, c'est la sémantique des mondes possibles, c'est un cadre standard en philosophie analytique et on prend la notion de possibilité au sérieux ici, on pense qu'il y a vraiment des possibilités. Affirmer ou croire quelque chose, c'est situer la réalité dans un espace de possibilités. Donc prenons par exemple l'ensemble P des mondes possibles dans lesquels j'en fume. Si W0 c'est le monde réel, on peut voir ici que de fait W0 appartient à cet ensemble P, et donc en d'autres termes, dans ce cadre-là, on dira que l'affirmation ou la croyance que P est vraie. Mais quand on parle, on ne fait pas que essayer de dire des choses qui sont vraies, on essaye aussi d'ajouter de nouvelles informations à ce qui est déjà connu dans le contexte. Donc on peut se poser deux types de questions au moins à propos d'une affirmation ou d'une croyance. Dans quelles conditions est-ce qu'elle est vraie? Et la réponse est si et seulement si son contenu est vrai dans le monde réel, donc si W0 appartient à P. Mais on peut aussi se demander dans quelles conditions elle est informative dans ce cadre modal avec des mondes possibles. Et ici la réponse, ça va être si et seulement si elle exclut des possibilités. Alors voyons ça. Reprenons notre ensemble P des mondes possibles dans lesquels j'en fume. Donc si j'affirme ça, en général, on n'affirme pas les choses dans le vide, on les affirme dans un contexte. Donc il y a toujours un arrière-plan de connaissances qui sont considérées comme partagées dans une conversation. Et ces informations d'arrière-plan, on peut aussi les représenter par un ensemble de mondes possibles. C'est un espace de possibilités dans lesquels on navigue, qu'on présuppose dans une conversation, ou qui sont déjà connus au niveau, si on parle du niveau mental. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on affirme que P dans un contexte K? Eh bien, on trace un contraste, en fait, à l'intérieur de K, entre deux types de possibilités. Celle où le contenu est vrai, donc P, où j'en fume, et celle où le contenu est faux, donc non P, j'en ne fume pas. Et on invite notre interlocuteur à situer le monde réel dans l'ensemble P. Ce faisant, si l'affirmation est acceptée, eh bien l'effet de l'assertion ou de l'affirmation, ça va être d'éliminer les possibilités dans lesquelles le contenu était faux. Et donc à l'étape suivante de l'enquête ou disons de la conversation, si c'est une conversation, de l'enquête épistémique, on va repartir d'un sous-ensemble de cas qui va être P, et on va progresser ainsi épistémiquement. P va devenir le nouveau contexte dans lequel on va essayer de tracer des distinctions et éliminer des possibilités, et ainsi de suite. Donc ici l'idée, dans cette sémantique des mondes possibles, du lien entre sens, connaissance et possibilité, c'est que progresser épistémiquement, apprendre de nouvelles choses, c'est réduire l'espace des possibilités qui demeure compatible avec ce qui est connu à un moment donné. Donc pour récapituler ici, l'affirmation ou la croyance que P, elle va être vraie parce que le monde W0 appartient à l'ensemble P. Elle va être contingente parce qu'il y a des mondes possibles P dans lesquels elle est vraie, il y a des mondes possibles non P dans lesquels elle est fausse. Et elle va être informative parce que si elle est acceptée, on va éliminer tous les mondes possibles dans lesquels elle est fausse. Donc ça, c'est, disons, un état, si vous voulez, de la recherche en philosophie du langage et de l'esprit dans les années 50, et on a abouti à une autre manière de dire ça, c'est une doctrine des propositions. Alors, d'après cette doctrine, une affirmation ou une croyance, c'est une relation à deux places entre un sujet, donc la personne qui affirme ou qui croit, et un contenu, ce qui est affirmé ou ce qui est cru. Deuxièmement, le contenu, c'est ce qu'on appelle une proposition, et ça correspond dans ce cadre modal à un ensemble de mondes possibles, ceux où le contenu est vrai. Et le contenu va jouer deux rôles théoriques importants. Il va jouer un rôle sémantique d'être vrai ou faux, et il va aussi jouer un rôle épistémique d'être informatif ou trivial par rapport à un arrière-plan d'information. Donc on a une notion modale de sens ici, c'est la proposition, qui correspond à un ensemble de possibilités, et cette notion va jouer deux rôles, un rôle sémantique et un rôle épistémique. Donc on comprend bien dans cette doctrine l'articulation en fait entre ces trois domaines sémantiques, épistémique et modal. Alors jusqu'ici, j'ai parlé de phrases et d'énoncés complets, et on peut dire qu'un énoncé décrit la réalité, c'est-à-dire qu'il s'y rapporte en étant vrai. Et qu'en est-il des mots à l'intérieur d'un énoncé qui désignent une chose particulière, X? Intuitivement, il y a une différence entre décrire quelque chose, par exemple en disant le premier homme sur la Lune, nommer cette chose, par exemple en disant Neil Armstrong, et indiquer cette chose, donc par exemple en disant cet homme ou il, en montrant Neil Armstrong. Et ici, on a deux grandes options théoriques qui s'offrent à nous.
le descriptivisme, d'après lequel il y a un mode parmi ces trois modes de désignation qui est plus fondamental que les autres, c'est la description. Et donc désigner quelque chose, c'est toujours décrire cette chose au travers d'une description vraie de cette chose. Ou bien alors, deuxième option théorique, on peut adopter un référentialisme et dire qu'il y a certains de ces modes de désignation qui sont référentiels, c'est-à-dire qui désignent une chose sans passer par l'intermédiaire d'une description correcte de cette chose. Alors Frege, lui, il était descriptiviste. Pourquoi? Parce qu'il a remarqué que dans le cas de la description, on dirait qu'il y a deux niveaux en fait. Il y a un niveau de référence, et il y a aussi la manière dont la référence est décrite. Et donc ces deux niveaux vont lui servir dans sa théorie. Donc il dit soit A, B et C, les droites joignant les sommets d'un triangle au milieu des côtés opposés. Le point d'intersection de A et de B est le même que le point d'intersection de B et de C. Nous avons diverses désignations pour le même point, et ces désignations indiquent en même temps la manière dont ce point est donné. Donc ici, l'idée, c'est que la description fait deux choses. Elle nous donne un référent, le point, et ici, c'est le même référent, comme on le voit sur le schéma. Mais en même temps, elle nous donne une manière de se représenter ce même point, et ici, donc, c'est deux manières différentes de se représenter le même point. Donc la description, elle fournit aussi un mode de présentation, une manière de représenter le point. Alors, Frege va se servir de ça dans un argument épistémique pour le descriptivisme, issu de son énigme fameuse de 1892 et même avant. Donc des énoncés vrais de forme A égale A et A égale B n'ont pas la même valeur épistémique, c'est-à-dire que les premiers sont a priori, les deuxièmes sont a posteriori. Il faut une enquête empirique pour déterminer qu'ils sont vrais. Donc par exemple, les Grecs anciens avaient introduit un nom Hespérus pour désigner l'étoile la plus brillante dans le ciel du soir, et un nom Phosphorus pour désigner l'étoile la plus brillante dans le ciel du matin. Et ils savaient que Hespérus, c'est Hespérus, ils le savaient a priori, juste en vertu de leurs compétences linguistiques, mais ils ne savaient pas que Hespérus, c'est Phosphorus. Ça a été une découverte empirique. Donc, maîtriser le sens des mots ne suffisait pas pour voir que ces deux énoncés sont tous les deux vrais. Or, ces deux énoncés, ils ont le même référent. Donc, les deux noms renvoient à Vénus, et c'est pour ça que les énoncés sont vrais, c'est-à-dire qu'on affirme de Vénus qu'elle est identique à elle-même. Or, c'est un fait remarquable qu'on peut savoir que 1 est vrai sans savoir que 2 est vrai, alors qu'il s'agit du même référent. Et Frege en conclut immédiatement que ces énoncés doivent avoir des sens différents. Pourquoi? Parce que selon Frege, toute différence de connaissance entraîne une différence de sens. C'est-à-dire que sa notion de sens, elle est chargée épistémiquement, elle est censée jouer un rôle épistémique aussi. Alors pour Frege, les sens ici vont être descriptifs, c'est-à-dire que l'énoncé 1, ce qu'il dit réellement, c'est que l'étoile du soir, c'est l'étoile du soir, et ça c'est en effet trivial, mais l'énoncé 2, lui, il va dire quelque chose d'autre, il va dire que l'étoile du soir, c'est l'étoile du matin, et ça c'est informatif, c'est une vérité empirique qu'on a pu établir que, disons, au prix d'enquêtes astronomiques. Donc, le descriptivisme parvient à résoudre cette énigme de Frege. C'est un argument épistémique pour le descriptivisme. Or, il y a eu cette révolution externaliste dans les années 70, et notamment Saul Kripke a donné dans son livre Naming and Necessity, très important au XXe siècle en philosophie analytique, un argument modal pour le référentialisme. Donc Kripke nous demande de considérer des énoncés comme 3. Donc Neil Armstrong aurait pu ne pas être le premier homme sur la Lune. Alors intuitivement, cet énoncé est vrai. Et donc ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un monde possible dans lequel il est vrai que Neil Armstrong n'est pas le premier homme sur la Lune. Donc ce que ça montre, c'est que le nom propre Neil Armstrong il renvoie à Neil Armstrong, même dans un monde possible où Neil Armstrong ne satisfait pas la description couramment associée à Neil Armstrong. Et donc, par exemple, il y a un monde possible dans lequel Buzz Aldrin, c'est le premier homme qui a marché sur la Lune, et Neil Armstrong est le deuxième homme qui a marché sur la Lune, et donc là, contrairement à ce qui se passe dans le monde réel. Donc, si vous regardez au niveau du monde réel, au niveau extensionnel, si vous voulez, il n'y a pas de différence entre Neil Armstrong et le premier homme sur la Lune. Mais quand on regarde dans d'autres mondes possibles, ce qui est désigné par le nom et la description, on se rend compte que sémantiquement, il y a une différence entre le nom et la description, parce que le nom continue à référer à Neil Armstrong dans tous les mondes possibles, et donc il est ce qu'on appelle ça rigide, une forme de nécessité, tandis que la description, elle est flexible, c'est-à-dire que sa référence va varier
varier d'un monde possible à l'autre en fonction des faits contingents dans le monde en question. Donc les descriptions sont flexibles. Alors, avec tout ça, on est arrivé dans une impasse dans les années 70. D'un côté, on a l'intuition internaliste de Frege, qui nous donne un argument épistémique pour le descriptivisme, qui est une variété d'internalisme. Et si on le suit, les contenus affirmés ou crus sont toujours des propositions générales, c'est-à-dire qui ne contiennent que des descriptions, qui ne contiennent jamais d'objets du monde réel. Et dans ce cas-là, alors, nommer, c'est une façon déguisée de décrire. Et d'un autre côté, on a l'intuition externaliste de Saul Kripke notamment, qui nous donne un argument modal pour le référentialisme. Et si on le suit, les contenus affirmés ou crus seront parfois des propositions singulières qui incorporeront donc des objets du monde réel comme le Mont Blanc. Et dans ce cas-là, il y a une différence fondamentale entre nommer quelque chose et décrire cette chose. Alors comment dépasser cette impasse? On n'est toujours pas sorti de cette impasse en philosophie du langage analytique contemporaine. Je pense que la solution vient du troisième mode de désignation dont j'ai parlé plus tôt, donc c'est l'indexicalité. C'est le fait d'indiquer quelque chose. Et dans les années 70, il y a aussi eu la formulation assez frappante par deux philosophes analytiques contemporains, John Perry de Stanford et David Lewis de Princeton, du problème de l'indexical essentiel dont je vais parler maintenant. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un indexical? C'est un mot comme je, ici, maintenant, ceci, cela, hier, aujourd'hui. C'est un mot qui présente deux niveaux de signification. Il y a un niveau contextuel. La référence, donc ce qu'on désigne, varie en fonction du contexte d'usage. Donc la question de savoir qui parle, où, quand. Donc par exemple, mon usage de je réfère à moi, mais votre usage de je réfère à vous. Et puis il y a un autre niveau conventionnel qui est stable d'un contexte à l'autre et qui prévoit cette dépendance contextuelle de la référence. Donc par exemple, la signification conventionnelle, elle va prévoir que tout usage du mot je réfère à l'énonciateur de je, tout usage de maintenant réfère au moment de l'énonciation de maintenant, tout usage de ici réfère au lieu d'énonciation de ici. Alors les indexicaux sont intéressants pour des raisons linguistiques déjà, parce qu'ils ont ces deux niveaux de signification et on peut se demander comment ces deux niveaux interagissent exactement. Mais dans les années 70, on a aussi commencé à suggérer que l'indexicalité, ce n'était pas seulement une propriété des mots au moyen desquels on exprime des pensées, mais c'est plus profondément une propriété des pensées ou de certaines pensées qu'on exprime à l'aide des mots. Donc il y aurait certaines pensées qui représentent le monde essentiellement depuis une perspective située à l'intérieur du monde, à la première personne. Et pour le voir, on a déployé des exemples, dont cet exemple assez connu de John Perry. Donc un amnésique Rudolf Lingens est perdu dans la bibliothèque de Stanford. Il lit différentes choses dans la bibliothèque, dont une biographie de lui-même et une description détaillée de la bibliothèque où il est perdu. Il ne saura pas qui il est et où il est, quelle que soit la quantité d'informations qu'il aura accumulées, jusqu'à ce moment où il sera prêt à dire « cet endroit ici est la bibliothèque de Stanford, je suis Rudolf Lingens ». Donc l'idée ici, c'est que la biographie qui contient des noms propres et des descriptions, mais pas de phrases indexicales, elle donne toutes les informations objectives à propos de cette personne Lingens. Elle le représente à la troisième personne. Mais même quand on connaît toutes ces informations objectives à propos de quelqu'un, il peut manquer une information qu'on ne connaît pas encore, et cette information, on ne peut l'exprimer qu'à l'aide d'un indexical comme « je ». Donc ça suggère qu'il y a de l'indexicalité aussi au niveau mental. La connaissance qui manque à Lingens est essentiellement indexicale. Alors une caractérisation intuitive de ce problème, d'abord, c'est qu'il y a un contraste épistémique, comme chez Frege, entre des énoncés comme Rudolf Lingens est le F, où le F, ça condense la description complexe qui est dans la biographie, donc des énoncés qui contiennent des noms propres et des descriptions, et d'autre part des énoncés indexicaux comme je suis le F. Et donc ça suggère que l'indication indiquée, ce serait un mode de désignation fondamental, c'est-à-dire qu'il ne serait pas réductible aux deux autres modes de désignation, la dénomination et la description. Et d'un point de vue philosophique, ça rejoint évidemment l'idée que toute description objective du monde, donnée à la troisième personne, eh bien, elle manque évidemment quelque chose. Elle demeure forcément incomplète parce que certaines connaissances que nous avons du monde sont données essentiellement à la première personne, incorporent en fait
une perspective subjective sur le monde. Et donc ça rejoint aussi le problème de la conscience en philosophie de l'esprit contemporaine. Il y a certaines connaissances qui semblent essentiellement subjectives et inséparables d'une perspective à la première personne. Alors, la caractérisation théorique maintenant de ce problème, on peut dire, avec les outils qu'on a introduits, que c'est un problème pour la doctrine des propositions. Pourquoi? Parce que si acquérir une nouvelle croyance, c'est toujours croire quelques nouveaux contenus, si tout contenu de croyance est une proposition, et si les phrases non indexicales de la biographie communiquent toutes les propositions à propos de Lingens, alors Lingens ne devrait pas pouvoir acquérir une nouvelle croyance à propos de Lingens. Or, donc ce raisonnement il est valide, hein. Si les prémices sont vraies, la conclusion doit être vraie, mais la conclusion est fausse. C'est ça que le scénario de Lingens suggère, et donc il y a une des prémices au moins qui doit être fausse. Alors on peut débattre de la prémisse coupable, mais ici, pour faire court, moi je me range du côté de David Lewis. David Lewis pense que c'est la deuxième prémisse qu'il faut incriminer. Tout contenu de croyance n'est pas une proposition. Alors pour défendre ce point de vue, David Lewis propose une analogie avec des représentations iconiques et spatiales comme des cartes en fait. Donc considérons cette carte de New York, de Manhattan. Imaginez que vous êtes perdu à New York, hein, les rues se ressemblent, le plan est perpendiculaire, donc ça arrive de se perdre. Et imaginez que vous voyez sur un kiosque à journaux, placardé, une carte murale qui représente la ville de New York et Manhattan. Et donc vous vous approchez, vous étudiez cette carte et vous en venez ainsi à former une représentation fidèle, parfaite et complète de la ville de New York, mais du point de vue de la troisième personne. Eh bien, même si vous connaissez parfaitement, disons, la ville de New York de ce point de vue-là, il y a toujours quelque chose qui vous manque. Si vous voulez savoir ce qui vous intéresse, c'est où vous êtes vous. Et ça, la carte, elle ne le dit pas. Il faut ajouter une flèche, une représentation indexicale qui dit « vous êtes ici » pour, en fait, découvrir où vous êtes. Donc, ce que la carte, même si elle représente parfaitement l'espace à la troisième personne de manière objective, ce que la carte, elle ne dit pas, c'est où est la carte elle-même sur la carte. Elle ne représente pas sa propre localisation sur la carte. Et c'est seulement quand on ajoute une flèche, une représentation indexicale, eh bien, qu'on obtient cette nouvelle information ou cette nouvelle connaissance à propos de New York. Alors l'analogie avec les mondes possibles, c'est celle-ci. Donc même si vous savez exactement dans quel monde possible vous êtes, le monde W0, donc vous avez éliminé tous les autres mondes possibles comme W1 ici, eh bien, d'après David Lewis, vous pouvez encore manquer d'informations sur votre propre localisation à l'intérieur du monde W0. Donc, il peut rester deux possibilités géographiques, comme dit Lewis, compatibles avec ce que Lingens sait au terme de sa lecture. Donc, pour autant qu'il sache, il pourrait être Lingens à Stanford ou, disons, Daniels à Harvard. Donc, pour résoudre ce problème, Lewis va introduire la notion de propriété. Donc, il va dire que les croyances indexicales, elles ont ceci de particulier qu'elles ont des contenus non propositionnels. Donc, rappelez-vous, les propositions correspondent à des ensembles de mondes possibles. Donc, une phrase non indexicale comme Lingens est allemand, son contenu correspond à un ensemble de mondes possibles dans lesquels Lingens est allemand. Et cette proposition, elle est vraie ou fausse absolument. C'est-à-dire que si elle est vraie dans le monde réel, elle est vraie pour tout le monde. Elle n'est pas vraie pour un individu et puis fausse pour un autre individu. Donc elle est objective, si vous voulez. Elle représente le monde à la troisième personne du point de vue de nulle part. Tandis que les propriétés, elles, correspondent à des ensembles d'individus possibles. Donc quand Lingens découvre qui il est, je suis allemand, le contenu de sa croyance d'après Lewis, c'est une propriété, c'est un ensemble d'individus possibles qui sont allemands. Et cette propriété, elle n'est pas vraie ou fausse absolument, mais relativement. Donc, elle est vraie de certains individus dans le même monde et fausse d'autres individus dans ce monde-là. Donc, une propriété peut distinguer des individus à l'intérieur d'un seul et même monde. Donc, si on prend la propriété d'être allemand, évidemment, on prend la population des individus dans le monde réel, ben, cette propriété, elle peut tracer un contraste à l'intérieur du monde W0 entre les individus non allemands et les individus allemands. Donc l'idée de Lewis, c'est que les propositions, elles tracent des distinctions entre des mondes possibles, dans l'espace logique, comme on dit, mais les propriétés, elles ont un pouvoir supplémentaire de distinction. Elles peuvent aussi distinguer des individus à l'intérieur d'un même monde possible. Donc elles peuvent distinguer plus de choses.
elles peuvent faire des distinctions plus fines que les propositions. Et donc, ce que les croyances indexicales nous demandent de faire, c'est d'introduire ces distinctions encore plus fines dans l'espace non pas logique, mais géographique à l'intérieur d'un monde. Et ce faisant, on capte la notion de perspective avec ces outils formels et modaux de la sémantique des individus possibles. À cela, Lewis va ajouter un égocentrisme. Donc, il va dire les croyances indexicales sont des auto-attributions de propriété. Donc, quand Lingens en vient à croire « je suis à Stanford », en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il s'auto-attribue à lui-même, à Lingens, dans le monde réel, la propriété d'être à Stanford. Et cette propriété, elle est vraie de lui-même dans le monde réel, donc la croyance est vraie, et elle est fausse de quelqu'un d'autre, comme par exemple Daniels, qui se trouve à Harvard dans le monde réel, et donc la croyance est informative parce qu'elle va exclure une possibilité. Elle va exclure Daniels, qui est une possibilité dans le monde réel, c'est un individu possible. Alors, selon l'égocentrisme, il y aura un seul ancrage référentiel par sujet, c'est-à-dire que tout sujet est capable de référer à un seul objet dans le monde, c'est lui-même. Et pour tous les autres objets qui sont donnés dans la perception notamment, les croyances démonstratives ou d'errer à propos de ces autres choses, elles vont décrire ces objets au travers de leur relation avec le sujet qui est lui l'ancrage référentiel. Et donc, ça veut dire que, par exemple, quand Alice dit à Bob quelque chose de simple comme « j'ai froid », Alice, elle exprime une croyance qui est vraie si la propriété d'avoir froid est vraie d'Alice, puisqu'elle se l'auto-attribue, mais Bob, qui comprend cet énoncé, il ne peut pas s'auto-attribuer la propriété d'avoir froid, parce que ce serait mal comprendre Alice, il doit s'attribuer une autre propriété, qui est par exemple la propriété d'être en train d'écouter ou de regarder une personne qui a froid. Et donc, ce qu'on voit, c'est que l'égocentrisme nous force en fait à dire que les référents, donc les sujets, varient d'un sujet à l'autre et que les contenus vont varier aussi d'un sujet à l'autre. Donc on devient incapable en fait de partager des croyances identiques entre sujets si on suit l'égocentrisme. Et donc l'égocentrisme a des inconvénients. Il y a des coûts, ce n'est pas des arguments rédhibitoires, mais c'est un coût théorique extrême parce qu'il y a une sophistication qui vient avec ça et ça donne des arguments contre l'égocentrisme. Donc il y a un inconvénient pragmatique, c'est que toute la communication devient indirecte parce que je ne peux parler que de moi, vous ne pouvez parler que de vous. Et donc, pour se comprendre, on doit traduire ce que l'autre personne a dit en des termes qui se rapportent à moi, en fait. Un deuxième inconvénient, il est épistémique, c'est l'intellectualisme, c'est-à-dire que ça va pour des créatures sophistiquées comme nous de dire que pour tout objet de perception, on décrit cet objet de perception au travers d'une description qui, normalement, ici, devrait être vraie en plus de cet objet-là. Mais il y a des créatures, évidemment, moins sophistiquées, des animaux notamment, auxquels on a envie d'attribuer des pensées démonstratives à propos des objets de la perception et qui ne posséderont pas forcément les concepts sophistiqués qu'il faut posséder pour décrire les objets de la perception au travers de leurs relations à eux-mêmes. Et un troisième inconvénient, il est modal, c'est l'argument de Kripke qu'on a vu plus tôt, c'est un argument de l'imagination contrefactuelle. Donc Bob, il peut savoir de cette personne, Alice, qu'elle a froid et quelle est la personne qui est en train de lui parler, mais ça n'empêche pas qu'il est capable d'imaginer de cette personne qu'elle a froid sans être la personne qui est en train de lui parler. Donc Alice ne doit pas forcément satisfaire la description associée dans tous les mondes possibles. Donc ça, c'est pour dire qu'il y a des inconvénients à l'égocentrisme. Et donc, pour faire un bilan de ce qu'on a vu jusqu'à présent, on voit que l'énigme de Frege, elle mène à une doctrine des propositions générales, c'est-à-dire purement descriptive, c'est le descriptivisme. Et le problème de l'indexical essentiel, il se pose pour cette doctrine des propositions générales, et on peut le solutionner en invoquant des propriétés. Et puis là, on a un choix, en fait. On a un choix entre l'égocentrisme de Lewis, qui est un internalisme sémantique, parce que, disons que pour toute croyance, il y a une sorte de règle qui détermine a priori que le sujet de la croyance est forcément le référent de la croyance. Donc il y a une sorte de relation réflexive du sujet à lui-même. On ne peut pas dévisser cette relation. Tout sujet est forcé de penser à lui-même et à rien d'autre en vertu d'une règle. Et on a vu que ça pose certains problèmes, il y a des inconvénients à ça. Et ce que moi je voudrais explorer, c'est l'idée qu'on peut garder les propriétés sans l'égocentrisme et aller vers un altruisme, qui est donc un internalisme de nature pragmatique qui nous permet en fait de penser directement à d'autres objets de la perception,
mais sans que, disons, la référence soit déterminée de l'intérieur par une règle linguistique ou interne, si vous voulez, qui devrait dire comment trouver le référent. En fait, le référent est déterminé par des relations causales, contextuelles, pragmatiques, au gré de nos rencontres fortuites avec des objets dans le monde. Donc l'avantage d'un tel altruisme, c'est qu'on va pouvoir attribuer directement des propriétés aux objets de la perception directement. Et donc, par exemple, la croyance que Bob va acquérir dans notre exemple plus tôt, ça va être une croyance qui va consister en une attribution de propriété directement à Alice, la propriété d'avoir froid. Et donc, on va pouvoir garder l'idée que Bob et Alice ont exactement la même croyance. Et ça va permettre, ça va avoir des avantages au niveau pragmatique, parce que la communication peut rester directe, c'est-à-dire je peux parler de moi, mais je peux aussi parler de vous, vous pouvez parler de vous, vous pouvez parler de moi, et donc on peut partager des croyances identiques en principe. Un avantage épistémique, c'est qu'il n'y a pas d'intellectualisme, puisqu'on peut parler directement des choses en elles-mêmes, et on n'a pas besoin de les décrire au travers d'une description correcte qui se rapporte à soi-même, et donc de posséder tous les concepts, notamment causaux, qui sont nécessaires pour penser à ces autres objets. Et puis, un avantage modal, c'est qu'on n'a pas besoin de décrire l'objet dont il est question, donc on peut envisager cet objet dans d'autres mondes possibles et envisager qu'il ne satisfasse pas la description qu'il satisfait dans le monde réel. Donc Bob peut imaginer de cette personne Alice qu'elle a froid et qu'elle ne lui parle pas. Alors, jusqu'à présent, on a, disons, deux composantes. On a un contenu et on a un référent. C'est ça que je vous propose, c'est de distribuer disons, les rôles qui étaient associés à la notion unique de proposition sur deux notions. On a un contenu et on a un référent. Mais on n'a toujours pas de solution à l'énigme de Frege, qui est probablement l'énigme la plus importante dans la philosophie du langage contemporaine. Et donc, pourquoi? Parce que ici, les énoncés 1 et 2, Hesperus est une naine blanche et Phosphorus est une naine blanche, et d'après notre sémantique, ils vont être vrais dans exactement les mêmes conditions, ils vont avoir les mêmes contenus et le même référent. Donc, la propriété d'être une naine blanche attribuée à Vénus. Donc, comment résoudre cette énigme et comment rendre compte, en fait, de ce contraste épistémique qu'il y a entre ces deux énoncés dans notre sémantique? Donc, reprenons l'énoncé Hesperus est une naine blanche. Donc, son contenu, c'est la propriété d'être une naine blanche. Donc, c'est un ensemble d'individus possibles desquels il est vrai qu'ils sont une naine blanche, et son référent, c'est Vénus, dans le monde réel. Donc c'est I0 ici. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, quand on affirme quelque chose, on ne le fait pas dans le vide. Il y a toujours un arrière-plan d'information contre lequel on va asserter quelque chose. Alors quel est cet arrière-plan d'information? Eh bien ici, ça va être un arrière-plan K1 qui va justement nous donner la description, le mode de présentation de Vénus. Donc ça va être un ensemble d'individus possibles qui sont l'étoile du soir. Et donc ça va être le mode de présentation frégéen, si vous voulez. C'est ça que Frege voulait, c'est une description qui explique la valeur épistémique de cet énoncé. Mais en même temps, ce mode de présentation ne va pas jouer deux autres rôles que Frege assignait à sa notion de sens, parce qu'il ne fait pas partie du contenu qui est affirmé, mais seulement des informations d'arrière-plan qui sont présupposées. Et deuxièmement, il ne doit pas déterminer la référence. Donc, le référent n'a pas besoin de satisfaire la description. On voit ici que Vénus, donc I0, n'appartient pas à l'ensemble K1. Ce qui veut dire que le mode de présentation, la description qu'on utilise pour penser à Vénus, n'a pas besoin, dans ce cadre-ci, d'être vrai de Vénus. Et donc, on échappe ainsi aux inconvénients du descriptivisme de Frege. Puisque dans ce descriptivisme-là, on avait une seule notion, la proposition, qui devait contenir un sens descriptif, et pour être le référent, il fallait satisfaire ce sens descriptif. Ici, on a libéré la référence en distribuant sur deux notions le sens et la référence, et la référence n'a plus besoin d'être déterminée par la description, elle peut être déterminée de façon causale, contextuelle, pragmatique, par des relations dans le monde. Et comme elle est libérée, le mode de présentation, donc ce qui explique la valeur cognitive de l'énoncé, n'a pas besoin d'être vrai du référent. Et ça, c'est un avantage majeur, considérable, par rapport au descriptivisme de Frege. Alors, si on considère l'autre énoncé, donc Phosphorus est une naine blanche, évidemment, il a le même contenu, la même propriété d'être une naine blanche, et cette propriété est attribuée à Vénus. Donc, c'est le même contenu et le même référent. Mais ce n'est pas le même arrière-plan d'information,
ce n'est pas le même mode de présentation descriptif. Ici, le mode de présentation, c'est l'étoile du matin. Donc c'est la propriété d'être l'étoile du matin, et donc c'est un ensemble d'individus possibles qui sont l'étoile du matin. Donc, pourquoi ces deux énoncés ont des valeurs épistémiques différentes, hein, pourquoi on peut croire l'un sans forcément croire l'autre? Eh bien, parce qu'ils vont éliminer des possibilités différentes si on les accepte. On voit ici que on va éliminer certaines possibilités dans le cas 1 si on accepte Hesperus est une naine blanche, et on va éliminer certaines possibilités dans le cas 2 si on accepte Phosphorus est une naine blanche, et ce n'est pas les mêmes possibilités. Donc, ce n'est pas la même valeur épistémique de ces deux énoncés, même si ils ont la même propriété pour contenu, et ils ont le même référent aussi. Donc, si on prend un énoncé d'identité maintenant comme Hesperus et Phosphorus, d'après Saul Kripke, c'était un résultat assez problématique. Cet énoncé est à la fois nécessaire et a posteriori. Il est vrai dans tous les mondes possibles, mais en même temps, on ne peut découvrir sa vérité qu'au prix d'une enquête empirique dans le monde réel qui nous permet de découvrir des traits contingents du monde réel. Donc, c'est assez étrange. Et ici, on comprend en fait pourquoi cet énoncé est a posteriori, parce qu'on comprend quelles possibilités il élimine. Il élimine des possibilités dans les arrière-plans d'information, donc dans les contenus qui sont présupposés, même si ça ne se voit pas au niveau du contenu qui est affirmé, et ça ne se voit pas au niveau de la référence, puisque vous voyez que la référence I0, c'est Vénus, n'appartient pas à ces ensembles. Donc encore une fois, les modes de présentation sont faux du référent. Pourquoi? Parce que Vénus n'est pas une étoile, mais à strictement parler, c'est une planète. Et donc, a fortiori, Vénus n'est pas une naine blanche. Donc Vénus ne satisfait pas les descriptions, et néanmoins les descriptions rendent compte du profil épistémique de ces énoncés et de leur valeur épistémique. Donc on obtient en fait deux notions de croyance ou d'affirmation ou de sens, si vous voulez, une notion large qui est externaliste et qui englobe l'environnement dont on parle ou auquel on pense et les objets qui s'y trouvent. Hein, donc c'est cette notion rouge ici qui est constituée d'un contenu, la chose qui décrit, si vous voulez, et puis d'une circonstance ou d'un référent ou de quelque chose dans l'environnement, de ce qui est décrit. Et c'est seulement quand on a ces deux choses-là qu'on a un objet qui est capable d'être vrai ou faux, ce que François Recanati appelle une proposition austinienne, avec cette idée d'Austin que la vérité demande deux choses, un contenu et un environnement dont on parle. Et d'un autre côté, on a une notion qui est intéressante ici de croyance étroite, c'est-à-dire internaliste, qui est purement descriptive. Hein. On voit que c'est un rapport entre deux contenus qui est tel que quand on intersecte ces deux contenus, ces deux ensembles de possibilités, si on élimine des possibilités, le contenu étroit va être informatif. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a ces deux notions de croyance ici qui sont très clairement articulées, je l'espère, dans cette théorie-là. Contrairement à ce qui se passe dans beaucoup de théories, ce n'est pas très clair la manière d'articuler ces deux notions, large et étroite. Ici, c'est assez clair. Et ce que ça permet de faire, c'est d'avoir une notion qui est ancrée, la notion large, elle est ancrée dans le monde réel et dans l'environnement auquel on pense, et une notion étroite qui est flottante, c'est-à-dire qui s'abstrait complètement des contingences matérielles du monde réel et des référents auxquels nous pensons. Parce que pour savoir si un énoncé est informatif, eh bien, on n'a pas besoin du tout de regarder l'environnement, c'est-à-dire le monde réel et les référents qui peuplent cet environnement. Donc, comme le voulait Frege, cette notion de croyance étroite, elle est imperméable, si vous voulez, aux contingences matérielles du monde réel. Alors exactement la même chose va être vraie pour l'affirmation, puisque dans ce cadre pragmatique, il y a un lien étroit entre des états mentaux comme la croyance et des actes de langage comme l'affirmation, puisque l'affirmation est censée refléter une croyance sous-jacente si elle est sincère. Hein, et donc on peut avoir exactement la même chose au niveau mental et au niveau pragmatique. Pas au niveau sémantique, mais j'en parlerai pas. Alors on aboutit à une révision de cette doctrine des propositions dont on est parti au départ, on modifie les trois thèses en présence. Donc ici, une affirmation et une croyance est une relation à au moins trois places, entre un sujet, un contenu qui est général, c'est-à-dire purement descriptif, et en même temps relatif, c'est-à-dire incomplet. Il demande d'être complété par quelque chose, un référent, une circonstance, un environnement dont on parle, à quoi on pense et qui est opaque.
Et donc ce contenu, ça peut être une proposition ou une propriété, selon les cas, mais le cas où c'est une proposition, en fait, c'est un cas limite, contrairement à ce qui se passe dans la doctrine des propositions classiques. C'est un cas, en fait, qui demande une sophistication cognitive, parce que il faut s'abstraire des perspectives égocentriques qu'on occupe et construire une perspective plus objective du monde dans lequel on se trouve, en fait. Donc c'est un cas limite, et ce n'est pas du tout le premier cas, le cas fondamental, c'est celui des croyances indexicales, et, à propos des objets de la perception et de nous-mêmes. Et donc ici, il y aura deux notions d'affirmation de croyance, une notion large, externaliste, qui jouera le rôle sémantique d'être vrai ou faux, et puis une notion étroite, internaliste, qui va jouer le rôle épistémique d'être informatif ou trivial, c'est-à-dire d'être a posteriori ou a priori. Donc grâce à ce cadre-là, j'espère, on arrive à une réconciliation entre les intuitions géniales qui sont à l'origine de la révolution externaliste dans les années 70, et d'un autre côté, une thèse traditionnelle de transparence dont, il me semble, on a absolument besoin pour la psychologie du sens commun, pour notre concept de ce que c'est que de raisonner de façon correcte et sur une base a priori, c'est-à-dire qu'il faut se conformer aux lois de la logique sur une base a priori pour être quelqu'un qui raisonne bien. Et donc ici, on a, disons, toutes sortes d'avantages, parce que d'un côté, l'internalisme pragmatique, il offre exactement les mêmes bénéfices sémantiques que l'externalisme sémantique, grâce à sa notion de sens large. Donc, on ne va pas avoir les problèmes de prédire les mauvaises valeurs de vérité. En gros, on aura les mêmes valeurs de vérité, les mêmes énoncés qui seront vrais, les mêmes énoncés qui seront faux, d'après notre théorie. Et en plus, on va préserver cette thèse de transparence épistémique du sens étroit, donc en ayant distribué sur les deux notions. Et tout en ayant préservé les liens, l'articulation entre les notions de sens, de connaissance et de possibilité, qui étaient parfaitement articulées de façon claire et simple et élégante par la doctrine des propositions. Voilà. Merci beaucoup.